101% s'appellera la leçon de piano, hein, puisque juste à côté, nous aurons quelqu'un qui remarque, il se démerde pas mal au piano, donc c'est agréable. Hein. Le seul problème, c'est qu'on est en train de tourner des émissions. Donc vu qu'on est un peu une chaîne à l'arrache, on va dire qu'on tourne quand même. Hein, c'est bien ça. Donc bonjour, c'est 101% et aujourd'hui, on va jouer. J'ai demandé à tous les gens du staff de No Life de mettre un petit bout de papier dans une casquette et de mettre dessus, le bout de papier, un nom d'un vieux dessin animé ou d'un dessin animé de notre enfance. Et je vais devoir essayer de le résumer en une phrase ou deux. Voilà. Mais tout d'abord, le sommaire, puisqu'on commence avec le sommaire. Nous sommes mercredi, il y a donc une critique, il y a la Minute du Geek, il y a Tokyo Café, mais on commence avec l'info du jour. Après un 4e film catastrophique qui a fait hurler à la mort des millions de fans et provoqué de nombreux malaises dans les salles de ciné, Indiana Jones pourrait bien retrouver sa superbe dans un nouveau jeu vidéo. Prévu a priori pour le printemps prochain, Indiana Jones et le Spectre des Rois est un titre destiné aux consoles portables, ainsi qu'à la Wii et la PS2. Pas de console next-gen donc. Jeu d'action-aventure à la 3e personne, ce titre débute en 1939 dans le quartier chinois de San Francisco, pour ensuite emmener le joueur jusque dans la jungle de Panama, à la poursuite du bâton de Moïse. Oui, le fameux bâton qui se transforme en serpent devant Pharaon et qui permet à Moïse de changer l'eau du Nil en sang. Autant dire que ce dernier attise de nombreuses convoitises, dont celle de Magnus Voleur, ennemi juré d'Indy. Sur Wii, le jeu mettra bien sûr la Wiimote à profit pour faire claquer son fouet et s'en servir afin d'interagir avec un environnement que l'on nous promet plus réactif que jamais. Et puis bien sûr, il faudra prendre régulièrement ses jambes à son cou, Indy style, pour échapper à des menaces qui le conduiront à utiliser un biplan au cœur d'un canyon ou à tenter de maîtriser un éléphant sauvage dans les rues d'Istanbul. Et cerise sur le gâteau, le jeu proposera un mode 2 joueurs en coop ainsi qu'un mode versus jouable à 4. Et deuxième cerise sur le gâteau, la possibilité de débloquer sur Wii l'un des classiques du jeu d'aventure point and click, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Rien que pour ça, ce Sceptre des Rois mérite le détour. Just terrific. Deadly Creatures, le jeu où l'on incarne un scorpion ou une tarentule pour imposer sa loi dans les hautes herbes, s'apprête à débarquer dans quelques jours sur Wii. Voici l'une des dernières vidéos en date présentant une session de motion capture plutôt douloureuse. Alors si vous détestez tout ce qui pique, fermez les yeux 2 minutes. Dude, get it a little closer. A little closer. A little closer. Dude, you gotta get closer now. Stop messing around. Dude, Come I on. don't see you sticking your hand in here. Dude, just sneak up Yeah, behind come on, him. get it reattached. Behind him. Just get it reattached, man. Dude, It's come not on, that get it hard. back on. Why don't you do it? Damn. Because you're already poisoned. Let's just try getting a finishing move. I guess he's just supposed to pick him up and slam him to the ground. Oh! All right. So the tail whip. There's no way. Lost in Blue Shipwrecked est le dernier épisode de la série Survival Kids de Konami. Le premier jeu sur Game Boy Color, rebaptisé Stranded Kids en Europe, proposait un concept plutôt atypique qui n'a pas changé depuis. Le joueur incarne le rescapé d'un naufrage échoué sur une île déserte qui doit survivre le plus longtemps possible. Ce nouvel épisode sur Wii suit donc ce postulat de base et met en scène comme d'habitude un jeune garçon, Aidan, qui sera rapidement rejoint par une naufragée féminine, Lucy. Si le personnage se déplace à l'aide du stick du Nunchuk, la Wiimote quant à elle sert à pointer les éléments du décor et à accéder aux différents menus durant les phases d'exploration. Le cœur du jeu consiste donc à parcourir l'île à la recherche d'objets permettant d'améliorer ses tristes conditions de vie en attendant d'être secouru. Cependant, le joueur n'est pas libre de ses mouvements, car il doit sans cesse veiller à ce que les personnages ne meurent pas de soif, de faim ou de fatigue. Ces états sont représentés par 3 jauges en haut de l'écran et se vident très rapidement au fil du temps. La recherche de certains objets ou la réalisation de certaines actions comme cuisiner, construire un outil ou allumer un feu se font par le biais de mini-jeux, cédant ainsi à la mode du moment. Ces phases nécessitent généralement de secouer Nunchuk et Wiimote comme indiqué à l'écran, et même si elles apportent un peu de variété dans la manière de jouer, leur intérêt est très limité. D'ailleurs, chose étonnante, ce sont les seuls moments du jeu où l'on peut jouer à 2. Bien que le style graphique de ce Lost in Blue sur Wii soit plutôt coloré et enfantin,
ce qui laissait supposer une orientation kids, la difficulté de l'aventure s'avère rédhibitoire passé la première heure. Les défauts des épisodes précédents n'ont pas été corrigés. Les jauges de nourriture, par exemple, se vident toujours à la vitesse de la lumière. Ainsi, la viande d'un sanglier entier ne remplira que le tiers de l'estomac des 2 enfants. Le joueur comprendra bien vite à ses dépens que la seule manière d'avancer est d'apprendre par cœur les emplacements de chaque objet sur l'île, ainsi que les trajets les plus courts avant de sauvegarder sa progression. Il faut ensuite recharger sa partie et effectuer ses actions sans commettre d'erreurs et le plus vite possible. Ce titre fait également les frais d'une réalisation bâclée, que ce soit au niveau des graphismes dépassés, des rares doublages insupportables, Enchanté, je suis Aidan Sanders. d'une caméra mal gérée ou de nombreux défauts de prise en main. Lost in Blue Shipwrecked n'est finalement pas un jeu à conseiller aux jeunes joueurs, ni à ceux qui souhaitent découvrir la série. On ne peut qu'espérer que les prochains épisodes profitent d'un temps de développement suffisant et puissent corriger les erreurs frustrantes et nombreuses de cette version Wii. Je suis prêt. La casquette, s'il vous plaît. Alors, au hasard. Merci. Les mondes engloutis. Alors, attendez. Caucus avec moi-même. Une meuf qui invite des gens à descendre dans son trou. Les mondes engloutis. Alors là, à côté, ce n'est plus la leçon de piano, mais c'est la leçon de marteau sur les volets de No Life. Entrez! Entrez! Il aura fallu attendre Miyamoto Shigeru et son Pikmin pour que le jeu de stratégie temps réel parvienne enfin à convaincre sur console. Depuis, le système de jeu de ce petit bijou de gameplay a d'ailleurs été repris par plusieurs titres, tels que le sympathique et méchant Overlord, édité par Codemasters, et prochainement Little King Story de Rising Star. Sorti en 2002 sur GameCube, Pikmin est clairement l'un des meilleurs jeux de la console, et s'est vu doté d'une suite 2 ans plus tard. Aujourd'hui, il retrouve une actualité un peu particulière, puisqu'il ressort sur Wii sous le label Nouvelle façon de jouer. Il s'agit donc du même jeu mais remasterisé en 16/9 et doté d'une nouvelle maniabilité adaptée au combo Wiimote Nunchuk. Et autant le préciser tout de suite, contrairement aux jeux sortant sur console virtuelle, il ne sera pas possible de jouer à l'aide d'une manette GameCube. Disponible à prix budget aux environs de 30 €, ce Pikmin Wii lance une nouvelle collection de titres, tous originaires de la GameCube. Le prochain sur la liste n'est autre que Mario Power Tennis, prévu pour le 6 mars prochain. De quoi faire patienter les joueurs jusqu'au prochain titre Nintendo spécialement développé pour la Wii, qui devrait être a priori Wii Sport Resort, toujours sans date de sortie officielle. Mais revenons à nos Pikmin, qui peuvent dorénavant se contrôler à la Wiimote. Pour l'anecdote, Miyamoto aurait eu l'idée de Pikmin alors qu'il se consacrait à l'un de ses passe-temps, le jardinage. Le joueur incarne un nouveau venu dans la famille Nintendo, le capitaine Olimar. Détail amusant, Olimar est le verlan de Mario en japonais. Ce dernier est tranquillement en train de se faire un thé dans son vaisseau spatial lorsque ce dernier est heurté de plein fouet par une météorite. Assommé par le choc, il se réveille sur une planète inconnue à côté de son vaisseau sérieusement endommagé par le choc. Là, on en profite pour placer une nouvelle petite digression. Le vaisseau du capitaine Olimar s'appelant Dolphin, soit le nom de code donné à la GameCube avant sa sortie. Et le Dolphin est mal en point, certaines de ses pièces ayant été arrachées par la météorite pour atterrir on ne sait où sur la planète. Il faudra donc que le petit capitaine à l'appendice nasal surdimensionné parvienne à mettre la main sur les 30 pièces manquantes de son vaisseau en moins de 30 jours. Le système de survie de sa combinaison ne peut malheureusement pas le protéger plus longtemps de l'atmosphère nocive de la planète. Autant dire qu'il est mal barré, car sur cette planète inconnue, le capitaine amateur de thé n'est pas plus gros qu'un insecte. Un petit tas de bois constitue donc pour lui un obstacle infranchissable. Mais c'était sans compter sur la chance et la découverte de petites créatures multicolores étonnamment coopératives, les Pikmin.
Pikmin est une petite créature intelligente ayant la forme d'une pousse. Le premier Pikmin rencontré est ainsi expulsé d'une étrange structure ayant la forme d'un oignon, pour se planter dans le sol avant de pousser. Olimar devra alors l'arracher comme une mauvaise herbe pour ensuite le diriger à l'aide du pointeur de la Wiimote. Les Pikmin peuvent accomplir toutes sortes de tâches afin d'aider Olimar dans ses recherches, comme déplacer des objets, attaquer des monstres peuplant la planète ou encore couper des fleurs afin d'en récolter les palets de couleurs. Ce palais, une fois ramené à l'oignon par un Pikmin, donnera naissance à de nouveaux Pikmin, le joueur pouvant en diriger jusqu'à 100 en même temps. Il existe 3 types de Pikmin, le rouge, le jaune et le bleu. Le rouge résiste au feu et combat comme un lion minuscule. Le jaune est un peu l'artificier acrobate, il peut porter des bombes et être lancé très haut par Olimar. Le bleu possède des branchies et peut donc traverser les nombreuses étendues d'eau de la planète. Olimar devra mener ses troupes à la baguette afin d'accomplir un maximum de tâches en une journée. L'objectif numéro 1 consiste bien sûr à trouver les pièces du Dolphin éparpillées dans chaque niveau. Mais il sera également nécessaire d'explorer les différents terrains de jeu afin de mettre en place une tactique. Comme dans n'importe quel jeu de stratégie, il faudra donc scinder ces Pikmin en plusieurs groupes, avant de les affecter chacun à une tâche en s'assurant que celle-ci ne soit pas perturbée par un ennemi rôdant aux alentours. Les Pikmin ramenant automatiquement un palais de couleurs ou la carcasse d'un ennemi à leur oignon, il faudra également s'assurer qu'un obstacle ne les contraigne pas à effectuer de gigantesques détours. Car la planète des Pikmin est dangereuse. Des ennemis peuvent à tout moment sortir du sol, et en fin de journée, de gigantesques créatures, jusque-là assoupies, se réveillent pour dévorer tout ce qui passe à proximité, Pikmin compris. Et une fois le soleil couché, la journée se termine. Les Pikmin oubliés, perdus dans la brousse, étant alors dévorés au cours de la nuit. 1001 subtilités enrichissent bien sûr le gameplay, comme le fait que les Pikmin puissent bourgeonner puis fleurir pour devenir des unités nettement plus aguerries et alertes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la nouvelle maniabilité créée pour la Wii. Le stick du Nunchuk sert ainsi à contrôler Olimar, le pointeur de la Wiimote permettant de diriger et d'assigner une tâche à ses Pikmin. Comme dans le jeu original, les Pikmin suivent automatiquement le capitaine Olimar. Il faudra simplement les rappeler de temps en temps à l'ordre, à grands coups de sifflet s'ils trébuchent ou se laissent divertir en chemin. Le sifflet s'active via le bouton B, le joueur n'ayant qu'à viser les Pikmin inactifs à l'aide de la Wiimote pour les rameuter illico. Il existe 2 façons d'assigner une mission à ces Pikmin. Prenons pour les décrire un exemple précis, l'attaque d'un ennemi. Afin de venir à bout d'un ennemi, on peut le viser avec la Wiimote pour ensuite lancer un à un ses Pikmin sur lui en appuyant sur le bouton A. Mais il est également possible de maintenir enfoncé la direction bas de la croix directionnelle afin de diriger à l'aide du pointeur de la Wiimote tout le groupe de Pikmin à ses basques. Ce faisant, on peut ainsi faire attaquer un ennemi par tout un groupe, de manière à provoquer plus de dégâts en un minimum de temps. Cette manipulation, essentielle au jeu, était auparavant effectuée à l'aide du stick jaune de la manette GameCube. Naturelle et évidente sur GameCube, la zone d'action déterminée dorénavant par le pointeur de la Wiimote l'est nettement moins. On peut ainsi éloigner le viseur bien au-delà de la zone d'action réelle des Pikmin, ce qui prête grandement à confusion, et donne la sensation aux joueurs de diriger des Pikmin beaucoup moins réactifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Globalement, la maniabilité était bien plus intuitive avec la manette GameCube. Le fait de disperser les boutons sur le Nunchuk et la Wiimote, cette dernière nécessitant une gestion spatiale de ses troupes, complique malheureusement les choses. Quel dommage! La nouvelle façon de jouer de ce Pikmin sur Wii n'est donc pas la réussite attendue. Pourtant, parmi le catalogue de jeux GameCube, Pikmin et Luigi's Mansion étaient clairement les 2 titres les plus susceptibles de profiter de cette nouvelle maniabilité, jeu de sport mis à part. Les joueurs n'ayant jamais eu l'occasion de s'essayer à Pikmin sur GameCube devraient sans doute se faire sans mal à cette nouvelle jouabilité, le jeu restant une petite merveille. Mais les autres risquent de souffrir. À vous de voir si cela en vaut la peine. Autre remarque, négative malheureusement, de nombreux bruitages du jeu sortent dorénavant du haut-parleur de la Wiimote. Une fausse bonne idée, puisque ces bruitages, franchement réussis sur GameCube, se trouvent ici dénaturés pour irriter les oreilles au lieu de les charmer. Heureusement qu'il est possible de désactiver ce haut-parleur dans les options de la Wii, pour finalement entendre l'ensemble des effets sonores du jeu sur les enceintes de sa télé. Pikmin reste un excellent jeu, qu'on soit clair, mais son passage à la Wii s'avère décevant.
C'est une bonne idée de Nintendo, je trouve, d'essayer de remettre au goût du jour les anciens jeux qui étaient vraiment bien et de pouvoir les adapter avec la Wiimote. Moi, j'attends vraiment le Mario Tennis, parce que j'avais adoré celui sur 64. Et celui sur GameCube, par contre, m'avait un petit peu laissé perplexe. D'ailleurs, je ne l'avais même pas fini. Donc, on va voir la Minute du Geek, mais juste avant, la main et la casquette. Hop. Ah, j'étais surpris, hein. Je n'y attendais pas. Oh, le Piaf. Le Piaf. Ok, je résume le Piaf en une phrase. Un oiseau. Quel talent. Ah, c'est un oiseau jaune. C'est ça qui avait une... Mais c'était nul. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Oh, Les Aztèques, c'est eux qui ont inventé le calendrier. c'est pas vrai. C'est le calendrier rigolo. Tu sais, t'as une page que t'enlèves, puis par exemple, il y a écrit 12 et en dessous, il y a un dessin rigolo. Oui. Où il y a un Aztèque qui est en train de tuer une vierge. Il la sacrifie, quoi. C'est drôle. C'est eux qui l'ont fait? Ouais, c'est Et, eux qui l'ont et le fait. calendrier de l'avant, c'est eux aussi? Oui, et t'enlèves une pierre et il y a un cœur humain dessous. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce qu'on a tendance à appeler les Aztèques regroupe en fait plusieurs peuples distincts qui parlaient toutefois la même langue, le nahuatl. En vérité, le nom Azteca désignait le peuple mexicain avant son installation à Tenochtitlan. On ne sait pas trop d'où ce peuple serait originaire. Certaines légendes prétendent qu'il serait venu du nord, d'un pays nommé Aztlan. Selon d'autres légendes, il serait venu de Tamoanchan, la source de toutes les civilisations. Enfin, une troisième version place l'origine des Aztèques à Chicomostoc, les 7 cavernes. Il faut savoir que dans la culture aztèque, les cavernes et les grottes sont des lieux de passage entre le monde des vivants et celui des morts, ce qui sous-entendrait que les Aztèques croyaient avoir une origine surnaturelle. Quoi qu'il en soit, après un long exode, le dieu guerrier Huitzilopochtli les aurait guidés jusqu'à la vallée d'Anahuac. Là, ils auraient assisté à un bon présage, un aigle perché sur un cactus en train de dévorer quelque chose, on ne sait pas trop quoi, même si certaines traductions parlent d'un serpent. Les Aztèques décidèrent donc de bâtir à cet endroit leur nouvelle ville, Tenochtitlan, à l'emplacement de laquelle se trouve actuellement la ville de Mexico. Les Aztèques bâtirent une bonne part de leur culture par leurs échanges avec un autre peuple de la région, les Toltecs. D'ailleurs, en aztèque, le mot Toltecayotl est synonyme de culture. Les Aztèques étaient en effet fascinés par les ruines de la cité de Teotihuacan, vestige d'une civilisation encore plus ancienne, et étaient persuadés que les Toltecs en étaient les héritiers. Pour les Aztèques, l'univers avait déjà connu 5 cycles, ou 5 soleils. Le monde actuel, Nahui-Olin, ou 5e soleil, ne devait son existence qu'au sacrifice du dieu Nanahuatzin. Du coup, la découverte d'une cité en ruine comme Teotihuacan semblait la preuve que la légende était vraie. Si on en croit les anciens calendriers, notamment celui des Mayas, le 6e monde devrait commencer en décembre 2012, donc on sera bientôt fixé. Toujours est-il que les Aztèques apprenaient vite et qu'ils enrichirent leur culture d'emprunts aux Toltecs ou encore aux Yopi, qui était le nom nahuatl du peuple tlapanèque. Et ils se retrouvèrent très vite avec plus de 100 dieux, dont on parlera plus en détail la semaine prochaine. On entend vraiment le piano, quoi. Casquette et main. Hop, merci. Yuck yuck. Alors, je crois que pour résumer Yuck yuck, je crois que c'est pas la peine de résumer l'animé, je crois que son générique résume tout. Je m'appelle Yuck yuck et tu sais pas quoi. Je vis dans une coquille de noix. Et dans ma coquille de noix, il y a... Après, je sais plus, mais à un moment, elle dit un pigeon. Regarde Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日私はパリマンガ第1000人目受賞に来ています。
前回6回目の時には私みんなに日本語のレベルがどれくらいかっていうのを尋ねたんですけれども、今日は私みんなに日本人で誰がフランスで一番有名なのかをちょっと聞いてみたいと思います。東京カフェ鈴鹿チェック。誰にしようかな。はい、鈴鹿です。ボンジュール、ボンジュール。全員の決勝はポーゼンいくよ。ブーブーキエルジャポネルプルコニオンフォンス。ガゼットc'est un nom de groupe de ça. Miyavi. Mikaru. Dio. Akira Toriyama. Et toi? Miyavi. Est-ce que vous connaissez le Akira Kurosawa Akira? Comment? J'ai pas entendu. Kurosawa Akira. Non. Ça vous dit rien? Non. Le premier ministre du Japon. Ah non. Et le président des États-Unis? Ouais, Obama. ですってよ。まあ相変わらず人多いですね。パリマンが前回よりもすごい人が増えてるような気がします。ノーライフです。こんにちは。ボンジュール。こんにちはこんにちは。ブーブー。qui est le japonais le plus connu en France? C'est Nakamura, footballeur japonais. じゃあね、クエスチョン。Premier ministre du Japon. Je sais pas. Président des États-Unis? Barack Obama. オバマさんよりもそうさん全然有名じゃないです。ありがとう。Merci beaucoup. Et pour toi? Qui est le japonais le plus connu en France? Miyavi です。Miyavi. Est-ce que tu connais Akira Toriyama? Tu penses qu'est-ce qu'il a fait? 頑張って。Toriyama Akira さんはAkira Toriyama il a faitドラゴンボールですね。ありがとう。メアスパーク。かわいいですね。可愛かったですね。あんま可愛い子には意地悪できない。Miyavi. よしき。喧嘩したマイクが落ちました。そうだ。On avait peut-être Yoshiki. Non? Yoshiki. でもMiyaviさんも好きよ。全部Miyavi aussiよ。Miyavi. Miyaviさんだそうです。Miyavi. Pareil. Est-ce que tu connais Monsieur Toriyama Akira? Non. Akira Toriyama? Ça vous dit rien? Non. Et le premier ministre du Japon? Je sais pas du tout. Le président des États-Unis? Obama. Barack Obama. オバマさんは有名です。Masashi Kishimoto. Kishimoto Masashi さんね。Ouais. Est-ce que tu connais Toriyama Akira? Akira Toriyama, ouais, Dragon Ball. Ouais, il est bien. Manga 好き? Tu aimes le manga? Ouais, j'aime les mangas. Ouais. そうなんだ。じゃあ、premier ministre du Japon. C'est un. Je sais pas. Il y a un empereur au Japon. 知ってる名前知ってる? Tu connais le nom de l'empereur? Non, je ne sais plus. だよね、難しいよね。こんにちは。すごい動く。何これ、キモい。喋れます? Tu peux parler? パレはできないね。Bonjour, c'est qui? C'est quoi? C'est Predator. プレデーターですね。Qui est le japonais le plus connu en France pour vous? Jackie Chan. ジャッキー・チェンはシノだぞ。もらっちゃいました。イエーイ。刺さった。Merci. Qui est le japonais le plus connu en France? C'est bon? Merci. Qui est le japonais le plus connu en France pour toi? Parce que j'adore tout simplement la culture japonaise, la culture manga, et puis je regarde nos lives surtout. Mortel! 私フランス語下手なんですね。C'est Seiji Yamamoto. 誰? C'est Seiji Yamamoto, celui qui a inventé Mario et Zelda. Miyamoto? Tu voulais dire Miyamoto の? Miyamoto Shigeru? Voilà. 山本と宮本とちょっと違った。じゃあ質問いきます。Premier ministre du Japon. C'est quoi? Premier ministre du Japon. Je sais pas. Président des États-Unis? Obama? Toriyama Akira. Non. Akira Toriyama. Évidemment. Ça, on est obligé de connaître. じゃあKurosawa Akira さん。Akira Kurosawa. Oui, obligé. 知ってる。Il a fait Tout ça, oui, on connaît. すごい。じゃあすごい。次の質問。La dernière question. Qui est le premier ministre au Japon? Le quoi? Premier ministre Japon. Ah non, ça, je saurais pas dire. Président des États-Unis? Bah, Obama. 今
ですね、フレンダーズカンパニーの皆さんのサイン会に潜入してきていますスネーク鈴鹿でございます。ということでシェフのフレッドさんに質問します。フレッド、dites qui est le japonais le plus connu en France pour toi? C'est toi? Est-ce que tu connais Akira Toriyama? Non. Akira Toriyama? Qui? Akira Toriyama. Celui qui a fait Dragon Ball. Oui. Yeah. Est-ce que tu connais Akira Kurosawa? Non. Qui est le japonais le plus connu en France? Je sais pas. Akira Toriyama, non? Je dirais Miyavi ou bien Gackt. Toriyama Akira. Non, pas du tout. Akira Toriyama. Ah oui. Qui est le premier ministre au Japon en ce moment? Non, pas du tout. Non. Et le président des États-Unis? Obama? さんは有名だけども麻生さんは有名じゃない。さあ私鈴鹿アンケートの結果オバマさんは 100%、麻生さんは 0% の知名度ということでございました。でびっくりしたのが私の時代なんかはやっぱり鳥山明さんが一番有名だったんですけれども、なんと今回宮城さんの声がね一番多かったので、やっぱ最近は漫画よりも J ミュージックから日本好きになる人が増えてきたとことなのかもしれません。鈴鹿チェックこれからも続けていきたいと思います。フームネコンブブレー。C'est le dernier plateau de ce 101% qui restera, à mon avis, dans les annales. Casquette? Oui, tu as compris, je voulais en venir. Oui, c'est pas grave. Raon. Raon, fils des âges farouches. Raon, plus vite que le vent. Alors, comment résumer Raon? Voilà, attention. Raon. MacGyver avec un slip en peau. Un slip en peau. C'est pas facile à dire, un slip en peau. Voilà. Et ne loupez pas le nouveau dessin animé de Raon où il y a le fourreux de la quête de l'oiseau du temps dedans. J'ai rien compris. Allez, au revoir, bonsoir, hein, et puis si vous pouvez avoir des relations sexuelles, bah allez-y. Bonne soirée.